much to it, but one of the things we ask ourselves out of that slide is, where do our emissions come from? D'où viennent les émissions et comment nous allons réduire ces émissions et comment nos actions d'atténuation vont nous aider à réduire l'émission de ces gaz. Alors, le diapositive suivant. Alors, la question maintenant qui se pose, comment est-ce que nous répondons aux impacts néfastes du changement climatique? Et on vous a présenté déjà ce que c'est l'adaptation parce que ce sont des choses que nous faisons sur le terrain. Et puis, il y a l'atténuation, les efforts d'atténuation. Et ici, nous disons que nous tous ensemble, c'est vraiment notre responsabilité de faire l'atténuation comme on a déjà décrit au niveau de l'accord de Paris. Alors ici, c'est par rapport à la conférence des parties et ici, cette conférence nous fournit, parce que nous comprenons que CCNUC reconnaît les discussions formelles et c'est ici où on se rencontre, les partis se rencontrent, les activistes aussi se rencontrent. Oui, je ne vais pas trop dire. Par exemple, l'accord de Paris fait partie de cela. Alors, si vous allez au diapositive suivant, alors les décisions sont importantes pour nous parce que pour nous, où est-ce que cette histoire de l'atténuation est née? Alors, la discussion, la première discussion est sur le protocole Kyoto où la communauté mondiale a dit qu'il faut avoir des engagements pour réduire, et ces engagements, c'est vraiment pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et comme ça, qui sont cause du changement climatique. L'autre chose, c'est en 2017, nous avons le plan d'action de Bali qui parle de la vision à long terme. Et comme ça, nous devons avoir une vision. En 2009, au Copenhague, on a parlé de directives pour avoir un système de suivi des systèmes. Il y avait aussi le COP16 à Cancun où on a parlé des activités et surtout le RED Plus qui a été identifié pour réduire les émissions. Et puis, il y a aussi la discussion. Alors, il y a aussi COP19 en 2013. On a eu la classification des utilisations des terres et les types de forêts. Et surtout la question de suivi, comment faire le suivi de ce système. Alors, il y a d'autres choses que je ne peux pas mentionner, mais on va les discuter, on continue. Alors, le diapositive suivant. Alors, nous avons COP22 au Marrakech. Comment est-ce qu'on peut faire le suivi du changement climatique? Alors, 2018, et je vais parler. COP27, ici, on parle du financement et aussi des aspects importants. Alors, COP28 à Dubaï. Alors, l'accord de Paris par rapport à l'atténuation. Alors, les températures, on a décrit cela avec une illustration. Ici, il y a aussi la neutralité du climat et
pour arriver au moment où nous n'avons pas des émissions, c'est-à-dire les émissions à zéro. Et comme ça, vous avez les crédits de carbone et ce sont des actions d'atténuation. Article 4, ce sont des engagements contraignants. Parce que j'aimerais voir tout ce que nous faisons et c'est pourquoi nous avons des NDC, c'est-à-dire la contribution déterminée au niveau national. Et à part cela, chaque pays devrait maintenant décider des cibles et vous décidez le cible que vous voulez utiliser et, et avec, nous avons et comme j'ai déjà dit, j'ai vu le rapport du Rwanda et d'autres pays et, et pour les cibles seront vraiment suivies. Chaque pays va dire d'ici 2026, nous décidons de réduire les émissions par 20 millions de tonnes, mais nous avons obtenu 5 millions. La raison, vous justifiez pourquoi. Et comme ça, nous serons capables vraiment de respecter les engagements et, et comme ça, nous devons décrire les raisons. Alors, je n'ai pas mis sur le diapositive les types différents d'engagement lorsque nous élaborons les NDC, parce que souvent, il y a des conditions et d'autres qui ne sont pas vraiment, il n'y a pas des exigences. Par exemple, le Kenya va dire que nous allons réduire les émissions par 32%. D'ici 2030, mais parce que nous sommes un pays pauvre, nous allons dire que nous allons réaliser cela si nous accédons à ce financement. Et comme ça, c'est ça vraiment la chose importante. Alors, l'article 14, c'est encourager les puits et les réserves parce que nous avons besoin des réserves. Et souvent, ce sont des forêts. Et alors, le biochar vient et pour renforcer les sols, donc, qui arrive en Afrique, comme ça, oui, pas en Afrique. Et comme ça, il faut s'assurer que nous ne détruisons pas les, les puits. Alors ici, il faut renforcer cet appui et surtout avoir le financement pour faire des activités. On a parlé des cas où il y a des conditions, là où il n'y a pas de conditions, mon collègue va en discuter. Alors ici, c'est par rapport à l'évaluation. Alors périodiquement, on va continuer à faire l'évaluation de ce qui se passe. Et dans le cadre, chaque pays va produire un rapport de la transparence chaque 6 mois. Et cela devrait contenir cela. Et chaque pays devrait nous fournir un rapport national. Et je suis heureux parce que l'Afrique du Sud, le Ghana sont vraiment déjà là. Et surtout pour le développement des rapports d'inventaire où ils décrivent leurs émissions selon les sources, selon les puits. Et comme ça, on pourrait identifier le rôle du secteur et surtout si cela a déjà les cibles pour pousser 33 millions d'arbres. La question, c'est qui fait le suivi du nombre d'arbres qui sont vraiment semés et comment cela se traduit à la réduction des émissions de gaz. Alors, le diapositive suivant. Alors, nous avons, oui, il y a un diapositive que nous avons oublié. Oui, oui, c'est ça. C'est par rapport aux contributions déterminées au niveau national. Et
comment est-ce que les NDC seront élaborés? Je ne vais pas vous donner les détails, mais nous disons que 5 années, on a demandé au pays de soumettre les NDC révisés. Le Rwanda était le premier pays qui a soumis ces NDC. Alors, comme ça, on pourrait les réviser chaque 5 années. Et parce qu'on continue, nous constatons que les tendances d'émissions changent et certains pays aimeraient maintenant développer parce que nous avons les pays les moins développés et comme ça, il faut maintenant respecter les besoins des personnes. Et comme ça, on nous a dit de faire la révision chaque année des cibles, chaque 5 années. Et comme on a dit, chaque 2 années, on va continuer à faire rapport chaque année, des pays annexes A, comme le Finlande, devraient fournir les, les rapports d'inventaire au niveau national. Et comme ça, je vous ai donné des exemples. Et, et il y a d'autres qui ne sont pas du secteur de la terre. Je suis allée au Nigeria, on utilise les générateurs. Une action d'atténuation pourrait être l'adoption de l'énergie renouvelable. Alors, l'énergie du vol, le Kenya a déjà adopté cela et en Somalie, mais pour les autres, peut-être ce n'est pas possible. Mais pour la RDC, le déboisement est une menace des forêts tropiques et comme ça, il faut avoir des actions d'atténuation qui pourraient être, par exemple, réduire le déboisement. Et nous avons le Kenya, il y a et, il y a aussi les terres. Alors comme ça, les personnes devraient décrire euh, le, le bord de Chia et comme ça pour encourager les forêts de ces arbres, comme ça pour... c'est comme le cacao aussi. Alors, on pourrait faire ces activités spécifiques. Dans d'autres pays, ce n'est pas possible de les introduire parce que si vous arrivez à utiliser des arbres commerciaux, cela pourrait avoir un impact sur les forêts naturelles. Alors, c'est le bord de karité. Alors, pour le Kenya, nous avons les Maasai avec l'élevage, avec les gros terrains pour l'élevage. Et comme ça, nous nous demandons pourquoi pas réduire le nombre d'animaux et avoir d'autres animaux qui sont dans des unités et à zéro pâturage. Ici, nous parlons de l'adoption des véhicules électriques qui réduit l'utilisation de l'énergie fossile. Alors, c'est pourquoi ici, j'ai parlé de l'agriculture, la foresterie, et ici, 20% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, il n'est pas audible. Alors, l'Afrique, c'est 1% des émissions. Mais comment est-ce que nous pouvons participer dans le programme de réduction et grâce à nos forêts et aussi à travers l'utilisation du terrain? Alors, nous avons un moyen de classifier les populations et voir les sources. L'élevage, nous avons vu, c'est expliqué. Je pense que j'ai écrit, j'ai bien précisé. Donc, voilà, les animaux, l'alimentation. Mais la question qu'on se pose, qu'est-ce que nous faisons comme mesure d'atténuation? Donc, nous sommes
engagés pour réduire le nombre de bétail et aussi voir l'efficacité pour réduire la quantité d'alimentation que nous donnons aux animaux, que nous mesure, parce que si j'achetais les alimentations, 20 kilos d'alimentation par jour, maintenant je vais utiliser seulement 10 kilos par jour. Je vais épargner de l'argent et je vais réduire les émissions. Donc, c'est une mesure d'adaptation et d'atténuation parce que j'épargne de l'argent. Il y a aussi l'utilisation plus efficace de fumier et aussi renforcer au niveau de carbone, au niveau des sols. Par rapport au terrain, diapositive suivante parle de quelles sont les activités qui causent, on peut faire l'atténuation. Il y a le déboisement, il y a la dégradation des forêts. Donc, j'aimerais expliquer un peu. Et c'est quoi le déboisement? On n'entend pas très bien, le son ne passe pas bien. Donc, je voulais expliquer c'est quoi ce déboisement. Des lignes directrices de IPPC et aussi un conseil par la FAO que les forêts, nous avons les 10% de la couverture sur le terrain avec les arbres à 5 mètres de haut, donc l'auteur. Et donc, se poser la question sur quelle sera la zone. C'est un minimum 0,5 hectares. Et les pays différents, ils ont leur propre définition. Comme j'ai dit l'exemple du Ghana. Ici, on a dit qu'il y a aussi des arbres fruitiers. Donc, il faut les considérer. Mais il y a des pays où ils disent qu'il ne faut pas tenir compte des arbres pour des cultures parce qu'on a dit que ça va donner une raison pour couper tous les autres arbres, pour les planter les arbres fruitiers. Pour le Rwanda, on a dit que ils tiennent compte de tous les arbres. Donc ici, la définition, c'est 0,25 hectares. Ils ont aussi les forêts où on a les arbres dans des terrains, pas seulement au niveau des forêts, pour la RDC où ils ont des grandes forêts, puisque les forêts, c'est une région qui dépasse un hectare. Donc, avec toutes ces définitions différentes, donc, on se pose la question comment est-ce qu'on peut définir? Peut-être pour la RDC, on dit que si vous allez détruire une zone d'un hectare, ça c'est le déboisement. Pour les autres pays, ça peut être 0,5, etc. Vous avez 5 minutes qui vous restent. Donc, je dois aller plus vite. Donc, voilà les activités ici. Et la seule façon pour faire l'atténuation, c'est de changer cette réalité, c'est-à-dire voir comment préparer les sols, etc. Diapositive suivante. Ici, c'est la compréhension de base de ce que nous avons appris à l'école. Et on dit que lorsque les arbres continuent à pousser, il y a les gaz qui vont dans l'atmosphère, c'est-à-dire ils sont en train de nettoyer l'atmosphère. Donc, avec la photosynthèse, donc lorsque vous continuez à planter beaucoup d'arbres, ils vont maintenant supprimer ces gaz de l'atmosphère, donc c'est-à-dire l'oxyde de carbone de l'atmosphère. Donc, lorsque vous avez plus d'arbres, vous allez réduire l'oxyde de carbone. Donc, positif suivant. Oui. Donc, lorsque nous faisons le déboisement, qu'est-ce que nous faisons? Nous réduisons ce processus de l'élimination de l'oxyde de carbone de l'atmosphère. Et donc, nous n'allons pas connaître les bénéfices de l'oxygène.
Et donc, il y aura aussi le processus de séquestration ralenti. Et lorsque les arbres continuent à pousser, on peut calculer les montants de la quantité de séquestration. Dans certains pays, selon l'accord de Cancun, les pays en voie de développement nous a dit d'utiliser nos capacités, les circonstances naturelles en visant certaines de ces estimations. Positivement. Pour donner ces activités, on peut on vous donne de l'argent si vous pouvez nous donner les résultats de vos actions d'atténuation. Et ça, c'est une bonne chose si vous avez de l'argent, surtout si on vous donne une motivation pour réduire les bénéfices de boissement. Donc ici, concernant ce que nous pouvons faire, quelles sont les actions d'atténuation dans lesquelles nous pouvons être impliqués lorsque nous avons ces projets carbone. Je ne veux pas parler de ces projets de carbone, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et ça, c'est une discussion que nous aurons la prochaine. Et ici, maintenant, on se pose la question, comment on peut mesurer? On parle de données de IPCC, donc des données sur l'activité. Quelquefois, dans les systèmes satellites, et donc on se pose la question, combien d'hectares? Nous avons aussi les facteurs d'émission, c'est-à-dire les tonnes de carbone par hectare ou par arbre. Et lorsque vous multipliez ça, vous allez obtenir le chiffre des émissions. Donc, je voulais illustrer ça et puis on va passer à la diapositive. Peut-être j'ai écrit beaucoup de diapositives. J'ai cité forêt au Kenya où on fait la cartographie des forêts. Vous allez identifier le nombre d'hectares et vous allez maintenant voir le nombre d'hectares couverts d'arbres. Si les gens ont commencé à planter, vous pouvez faire le suivi par les images satellites. Et quelquefois, avec ces projets de carbone, vous pouvez vous poser la question sur le nombre d'arbres qui existent. Vous avez aussi les paysages, parce qu'ici, vraiment, c'est un paysage. Est-ce que nous sommes en train de protéger les forêts dans ces systèmes? Et je voulais dire que pour chacun de ces systèmes que nous avons, il y a toujours la validation. Il y a quelqu'un qui va faire la validation. Donc, un auditeur externe qui va venir valider l'information. Et une fois que vous parlez de cette séquestration, diapositive suivante, il vous reste une minute. OK, merci. Et une diapositive qui vous montre lorsque vous avez fait le suivi de la couverture. Vous faites une année, deuxième année, troisième, comme ça. Et vous allez voir quelle est la quantité d'arbres de la région. C'est un exemple seulement. Et ça, c'est un exemple qu'on peut appliquer même pour les zones très réduites au niveau de nos projets. Donc ici, c'est sous base de IPCC, parce que quelquefois, on ne sait pas les quantités de carbone qui se situent au niveau des racines. Et ici, on peut trouver les chiffres qui pourraient nous aider selon les régions. Donc, je passe aux diapositives suivantes. Je pense que j'ai passé trop de temps sur la partie introduction. Et on voit quel est le niveau de la croissance. Diapositive suivante, et vous allez me donner une minute supplémentaire. Donc, ici, on va voir comment est-ce que nous pouvons comparer nos approches dans les pays, les régions des forêts tropicales. Avec ces chiffres, ça va nous aider maintenant de faire les estimations et dire que si j'ai une forêt tropicale comme au RDC, au Cameroun, voilà ce que je dois faire dans les régions comme le Kenya, la zone côtière. Il y a aussi la participation de la communauté. Je voulais tout simplement dire que les communautés sont censées faire partie de la prise de décision. Et dans les pays en voie de développement où on n'a pas de réglementation spécifique, chaque fois, on a un rapport pour bénéfice des communautés. Finalement,
nous avons la participation de la communauté passe-au. Et ici, ça concerne les protections pour le REDD+, donc on parlait du respect et aussi les droits des peuples indigènes et la participation des parties prenantes pertinentes, y compris des peuples indigènes et des communautés locales. J'espère que certains d'entre nous ont été impliqués dans ce travail. Les dernières 3 diapos, c'était les questions pour nous-mêmes. Se poser la question, est-ce qu'on sait ce qui se fait dans nos pays? Est-ce que nos pays font les rapports? Quels sont les engagements que nous avons faits pour les NDC et pour le secteur des forêts? Je sais, pour le Kenya, on a 20,8 millions de tonnes pour le secteur des forêts. Après ça, on se pose la question, comment est-ce que nous pouvons, nous pouvons réduire les émissions qui existent? Comment est-ce que nous pouvons participer dans les réunions sur le changement climatique, comme la réunion qui a eu lieu à Nairobi, où les décisions sont prises, même la dernière. Merci. Merci bien, Monsieur Mwangi James. C'était vraiment une présentation avec beaucoup d'informations, mais parce que nous avons un petit retard par rapport à notre ordre du jour, j'aimerais maintenant noter l'intervenant suivant avec les mots des Mwangi James, c'est-à-dire pour le paiement par rapport à l'article 6. Vous avez parlé de ça et nous avons un expert de la Finlande qui va parler de l'article 6. Et j'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à M. Tuomo Kalikoski, qui est négociateur au niveau du ministère de l'Environnement au niveau de la Finlande. Soyez la bienvenue, vous avez la parole. Et veuillez me dire si vous aimeriez partager les diapositives vous-même. Merci, Nora, pour la présentation. Bonjour à tous. Je ne sais pas, vous êtes dans quelle zone? Really nice to be here. Donc, on n'entend pas bien. Donc, je vais partager mon écran moi-même. Est-ce que vous voyez les diapos? Est-ce que vous m'entendez? Non. Oui, on voit vos diapos, mais la connexion est bonne maintenant. Avant, il y avait un problème avec l'audio au début de votre intervention. On espère que ça va aller. Oui, on voit clairement maintenant, on vous entend aussi clairement. Okay. Donc, je vais essayer maintenant de vous donner une présentation de base sur le marché de carbone et l'article numéro 6. Je ne parle pas spécifiquement sur l'utilisation des terrains ou la séquestration, mais je vais vous donner une image sur les marchés de carbone. L'article 6 est un rôle dans ce contexte. Donc ici, voilà mon image où nous essayons de réduire nos émissions. Donc la réduction des émissions, c'est l'essentiel si nous voulons atteindre le cible de 1,5 qui est dans l'accord de Paris. Donc, il y a aussi le mécanisme de créer de l'argent pour certains. Donc, dans ma présentation, je vais vous donner le contexte pour les marchés de carbone. Je vais vous donner quelques éléments sur l'article 6 que nous aimerions atteindre et de quoi il s'agit avec ces éléments. Et après ça, je vais me concentrer sur des réclamations climatiques. Et après ça, nous allons voir à ce que nous allons discuter à Dubaï lors de COP28. Et donc, ce que je vois comme part des marchés de carbone. Mais je vais commencer par le principe de base de la mitigation climatique. Comme on a vu dans la présentation précédente, nous avons compris que la première chose pour tout le monde, c'est à éviter de générer des émissions. S'il y a des émissions,
on va essayer de les réduire. Et pour moi, si on peut renforcer la réduction, ça fait partie de la réduction des émissions. Puis, après ça, nous avons la compensation. Donc, si vous avez fait toutes ces étapes, vous pouvez maintenant faire la compensation de vos émissions en faisant quelque chose d'autre ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être assurer de faire. Par exemple, compenser peut-être, ça peut être le secteur du transport ou quelque chose d'autre selon le pays et la région. Et nous avons maintenant l'idée de ce marché des carbones. Donc, l'idée ici, c'est que ces marchés, on est plus efficace. Ce n'est pas comme lorsqu'on fait la réglementation. Donc, dans ces marchés, vous essayez d'assurer que vous avez l'atténuation ou la réduction en créant un marché où vous pouvez commercer avec ces crédits de carbone générés par ces activités d'atténuation spécifiques. Et cela va nous donner la possibilité dans tous les pays et pour les sociétés de coopérer avec les autres, là où maintenant nous aurons une sorte de flexibilité et de l'efficacité. Cela va assurer en théorie à tout le monde d'atteindre les cibles. On a eu ces discussions depuis longtemps. On peut dire que ça a commencé en 1997 lors du protocole de Kyoto avec le NUCC. Mais chaque fois qu'on a ce marché volontaire, on a le marché pour la conformité. Mais aujourd'hui, nous avons, ce sont des centaines de normes nationales qui ont des rôles différents, qui ont des définitions différentes, qui ont des méthodologies différentes, basées sur le suivi, les rapports. Donc ici, c'est un éventail de choses pour voir comment ces marchés de carbone, est-ce que c'est utile, ce n'est pas utile. Et on a eu quelques questions spécifiques sur l'aspect additionnel. Est-ce qu'il y a des activités additionnelles qu'on peut intégrer dans les marchés? Il y a aussi la question des retours. Par exemple, si vous allez accroître le stockage de carbone dans l'écosystème, peut-être il y a quelque chose qui va se faire, comme il y aura les incendies des forêts. Et comment est-ce que vous pouvez stocker ces carbones? Il y a aussi les questions sur c'est-à-dire pour voir comment faire les calculs. Donc, on n'aura pas les mêmes calculs pour les deux pays différents. Ou, par exemple, pour un pays et une autre société pour un autre pays. Mais la première chose à dire ici, c'est ces activités à travers les marchés de carbone pourraient appuyer le développement de l'énergie renouvelable. Et donc, selon moi, ça a été utile, ces marchés ont été utiles. Une autre chose que j'aimerais dire, c'est que ces marchés de carbone ne concernent pas seulement une question économique, mais il y a aussi la discussion sur la durabilité, surtout en termes des peuples indigènes, parce que ces activités de marché de carbone, on les fait dans le milieu rural. Et c'est-à-dire là où il y a déjà quelqu'un qui utilise le domaine déjà, donc les zones. Et il y a eu le fait qu'on a eu une sorte de droits humains qui n'ont pas été respectés. Donc ça va dans le contexte de l'accord de Paris. Et ici, je viens du ministère de l'Environnement. Et donc, je voulais dire quelque chose sur la Finlande. Donc, pour la Finlande, on fait la promotion de ces activités volontaires. Donc, c'est très important de comprendre à l'article 6 que c'est volontaire, ce n'est pas obligatoire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui concerne la conformité. Donc, on essaye de faire la promotion au niveau de la Finlande
Et pour cette raison, je pense qu'il y a quelques années, ou c'était l'année passée, on a publié les lignes directrices pour le marché du carbone au niveau domestique. Donc, c'est-à-dire quelles sont les activités qu'il faut voir, quel est le critère minimal pour participer dans ce marché. Donc, c'est pour les sociétés et consommateurs. Donc, ici, on essaye maintenant de comprendre la situation et même la réglementation de ces marchés. Donc, on a eu une augmentation à Glasgow il y a quelques années. Nous avons parlé de cet article 6 de l'accord de Paris et dans son mécanisme. Nous avons eu le rôle de superviseur pour donner des lignes directrices aux recommandations. Et on a eu des différentes initiatives pour le marché du carbone. Il y en a des gens que nous connaissons. Il y a aussi pour l'aviation internationale, nous avons le critère qui a été développé. Et au niveau de l'Union européenne, nous avons deux propositions qu'on est en train de discuter pour voir comment améliorer la qualité de ces marchés de carbone. Donc, on a eu, on s'est intéressé pour la qualité et l'intégration de ces marchés. Et donc, ici maintenant, par rapport à l'article 6 de l'accord de Paris, et on peut dire que c'est un nouveau mécanisme de ces marchés. Moi, personnellement, j'ai participé dans 3 éléments différents de négociation de ces éléments. Donc, l'article 6,2 qui est fait pour le mécanisme général, pour donner les lignes directrices pour le mécanisme globalement. Et puis, l'article 6,4 qui concerne le secteur privé, comment le secteur privé pourrait être impliqué dans ce mécanisme de CC-NUCC. Et l'article 6,8 concerne les approches non marché. Et là, je n'ai pas été impliqué. Donc, je ne comprends pas cette partie-là. J'ai déjà dit que pour ces accords, cet article, on a finalisé le travail sur ça à Glasgow. Et donc, ça va nous prendre 6 ans avant de conclure. Et l'objectif clé de ce mécanisme du marché du carbone, selon l'accord de Paris, c'est que cet article, nous allons atteindre à la réduction au niveau mondial. Nous avons ces normes internationales sur les marchés de carbone qui existent depuis plus de 20 ans. Et ce mécanisme devrait nous donner quelque chose de nouveau par rapport à ce que nous avons jusqu'ici. Et la question générale, que nous avons la possibilité d'atteindre les objectifs à long terme. Et donc, on va voir comment nous allons le faire. Pour Glasgow, on a fait quelques analyses des résultats. Et il y a un texte qui dit qu'on reste à voir si l'article 6 va nous permettre d'avoir le genre de marché de carbone que nous aimerions voir. C'est-à-dire les produits qui vont aller au niveau du marché au-delà de niveau requis pour les projets pilotes et aussi des déclarations politiques pour que nous puissions avoir l'approvisionnement d'un marché réel. Donc, ces négociations sont toujours en cours. Un aspect important à comprendre ici, c'est que l'accord de Paris n'est pas là pour réglementer le marché de carbone volontaire. C'est un lien direct de le mécanisme international sur le marché. Mais ce n'est pas vraiment pour faire la réglementation. Mais les acteurs non étatiques pourraient aussi participer de ce mécanisme de l'article 6, comme j'ai déjà dit. Donc, les questions qui restent toujours sous discussion, c'est comme lorsqu'on se pose la question des formations, il faut avoir des définitions claires, et il faut voir ça dans les lignes directrices. Et je vous ai donné la définition, c'est-à-dire ce qui soit compréhensible pour
Donc, les crédits de carbone, ça signifie, c'est le résultat d'atténuation certifié qui correspond à une tonne de carbone, de dioxyde de carbone qui est équivalent. Et donc, il faut comprendre aussi qu'il y a certaines biomasses pour stocker le carbone. Mais pour le marché du carbone, on ne le voit pas de cette façon. On pense à la certification. Il faut aussi pouvoir mesurer les rapports, etc. Combien ce processus ont généré des réductions en émissions et comment ils sont liés à la certification. Donc, le résultat de l'atténuation, ça peut être soit une réduction dans l'émission de gaz à effet de serre ou une augmentation dans la séquestration de carbone. Et donc, dans les lignes directrices, c'est plus compliqué par rapport à ce que nous voyons, comme vous voyez ici dans ce dispositif. Et l'article 6,2 permet aux pays et le commerce bilatéral, les accords de ce commerce bilatéral. Il faut dire aussi que ce n'est plus très clair. Peut-être que les sociétés ou les autres organisations seront intéressées par cet article 6,2 parce que les lignes directrices qui pourraient être plus flexibles par rapport à ce que nous voyons dans l'article 6,4. Mais je vais dire que on va voir ça dans les années qui viennent. Et pour cet article 6,2, nous faisons le commerce en utilisant les ITMO. Ce sont les résultats d'atténuation qui sont transférés au niveau international. Et on peut les définir pour être les certificats qui correspondent à une tonne de carbone, mais c'est dans la ligne directrice suite aux négociations de Glasgow. On a aussi constaté que ça peut être d'autres, ce qui est mesuré sous terme de hors kilowatt. Donc, dans cet article 6,2, ce qui n'était pas dans le protocole de Kyoto, c'est que chaque partie qui participe et devrait tenir compte des résultats d'une réduction nette des émissions, brutes des émissions. Et chaque fois que nous avons ces règles pour pouvoir faire le suivi de ça, donc de le commerce des crédits, donc de ceux qui produisent de ça, on se base aussi sur le protocole et les acheteurs de ces crédits. Il y a aussi un aspect important. Il y a des calculs. Comment on fait des calculs? On a vu ça, ça a été un problème depuis des années. Et on a constaté que pour trouver une solution pour éviter le double comptage. Le double comptage, ça signifie qu'il y a certains pays qui vont produire leur carbone et l'utiliser pour ses propres cibles au niveau interne et un autre pays pourrait l'utiliser pour ses cibles nationaux. Peut-être une autre société l'utilise et ça devrait être évité. Et sous l'article 6,2 avec ce qu'on appelle ajustement correspondant. Donc, s'il y a quelque chose qui est dans ce mécanisme, l'article 6,2 avec l'autorisation du pays hôte pour les besoins spécifiés au niveau de l'article 6,2. Et puis, on va faire le transfert des atténuations. Et puis, vous avez aussi les quantités que vous avez créées au niveau de l'atténuation internationale, c'est ce qu'on appelle l'ajustement correspondant. Et s'il n'y a pas d'autorisation du pays hôte, vous pouvez l'utiliser pour vos propres contributions de finances au niveau national, pour vos cibles au niveau national ou au niveau de votre marché domestique. Donc, il y a les deux genres de crédits qui sont créés sous ce mécanisme. Ça, c'est important de comprendre. Et nous avons aussi le marché volontaire qui n'est
n'a pas une réglementation sur ce mécanisme, mais qui pourrait aussi générer les deux. Donc, il y a le transfert international pour le pays hôte avec au niveau du pays. Donc, ici, on peut voir que c'est un système complexe. Et, grâce à ça, j'aimerais maintenant passer quelques minutes pour parler de la question des demandes par rapport au climat. Donc, il y a les contributions, par exemple, pour les codes climat, pour dire que nous avons vu quelque chose pour atteindre les cibles au niveau national. Et nous ne devons pas faire cette évaluation de correspondance au niveau de l'émission au niveau national et aussi voir comment faire maintenant la compensation. Et donc, les sociétés ou les autres pays vont compenser ces émissions par rapport à les résultats. Et donc, cela signifie que la Finlande devrait faire cette évaluation de correspondance au niveau de notre inventaire sur l'émission de gaz à effet de serre. Donc, il y a les deux types de processus. Et maintenant, c'est l'organisation qui devrait faire ces demandes. Ce sont les organisations qui devraient prendre les décisions pour voir quels sont le genre de demandes qu'il faut faire. Et selon les demandes que vous faites, vous devez avoir la transparence pour que vous maintenant respectez le critère climatique et aussi justifier l'utilisation de ces crédits. Les demandes devraient être claires, faciles à comprendre et justifiées. Ne doit pas créer une image qui ne donne pas la réalité. Et c'est que vous avez la nature accounted for some other country or les some émissions. other organization. Et donc, vous devez aussi faire la justification pour les pays et les organisations. Vous devez vous assurer que vous avez suivi les critères comme présentés. Donc, pour l'article 6,4, j'ai déjà dit ça, mais je répète quand même. L'article 6,2, pour parler du commerce bilatéral entre pays. Et ça, 6,4 a été créé pour les sociétés et les pays. Nous avons aussi les rapports sous l'article 6,4 qui va parler des projets des acceptés. Et le pays hôte maintenant devrait aussi accepter le processus. Et on a les deux étapes pour la vérification. C'est parce que c'est déjà reconnu. Et on appelle ça le A6, A6 4ER. Et cela peut être acheté par les pays, les sociétés ou même les individus. Et ces crédits ils peuvent être transférés au niveau international ou utilisés pour d'autres objectifs au niveau international. Vous avez 3 minutes pour moi, s'il vous plaît. Merci. Puis l'article 6,8, je vous ai dit que c'est quelque chose qui n'est pas très clair pour moi, donc je vais sauter. Et puis pour maintenant, la question du terrain et les suppressions sur l'article 6, on a les activités d'atténuation et la contribution à l'ambition de l'accord de Paris. Nous avons quelques défis ici parce que, donc, avec le mix de ces marchés de carbone, ça veut dire que nous devons passer de la réduction des émissions pour aller maintenant à la suppression de l'émission. Mais il y a des défis spécifiques, comme je vous ai dit avant, parce qu'il y a la question de la permanence, et c'est plus difficile à vérifier par rapport aux émissions qui viennent des usines, etc. Donc, on a besoin de plus de direction par rapport à ça. Et à Dubaï, nous allons continuer à discuter
Et de ces questions, nous aurons des recommandations par rapport à la mission de supervision sur la méthodologie et alternative pour les mécanismes de l'article 6.4 et voir comment faire les réductions. Mais le programme principal ici, c'est de voir les rôles ou les lignes directrices devraient être générées pour que nous puissions voir les activités d'atténuation des pays pour atteindre les objectifs. Et puis, pour les règles de l'article 6.2, on va voir comment éviter le double comptage et voir comment faire l'autorisation, comment faire les rapports, quel genre d'infrastructure on aura besoin. Et donc, ce genre de choses sont discutées demain. À la fin de compte, je pense que c'est la question qui concerne les producteurs et les acheteurs pour avoir la responsabilité, savoir quel est le genre de marché que nous aurons dans le futur, de la transparence de ces activités pour pouvoir suivre du projet au programme et aux utilisateurs, donc à la ligne directe. Donc, pour ces acteurs différents. Il faut avoir un genre de système où vous pouvez améliorer la situation actuelle, où nous avons connu beaucoup de critiques, c'est-à-dire que nous n'avons pas le niveau d'atténuation qui est voulu pour que nous puissions atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc, pour moi, c'est une question de trouver un équilibre pour le futur, c'est-à-dire pour la question de ces marchés, quel est le rôle de l'article 6 dans ce contexte et des dynamiques du marché, de voir comment nous pouvons accroître à la demande, pas seulement pour la compensation, mais aussi pour les activités support the countries to reach their climate targets. And it's still under question. Qui vise à permettre aux pays d'atteindre leurs cibles climatiques et aussi voir si l'article 6 va être le mécanisme qui va maintenant réglementer les marchés de carbone pour s'aligner à l'accord de Paris. Donc, j'aimerais dire aussi que la Finlande participe de ces négociations sur le PCNUCC et aussi dans le processus de l'Union européenne. Et voilà, c'est ma présentation et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci.